Bonjour et bienvenue à ces jeudis de Lima un peu particuliers puisque nous sommes non pas dans le grand amphithéâtre de Lima mais dans la bibliothèque, cadre très agréable, mais il n'y a pas de public, donc vous nous regardez derrière votre écran. Mais nous avons estimé que la pandémie ne devait pas nous empêcher de débattre, de nous informer, de réfléchir. Je vous rappelle que cet événement est, comme les précédents, organisé en partenariat avec le Collège de France, l'IREMO et l'AFP. Le sujet d'aujourd'hui est peu discuté dans les médias, peu débattu, et pourtant il a pris une place majeure. C'est la place de la Chine, partenaire devenu incontournable au Moyen-Orient. La question, effectivement, est relativement récente. Il y a 20 ans, la Chine était un acteur quasiment inexistant de la scène moyen-orientale. Et c'est vraiment à partir de 2004, premier forum économique sino-arabe, que la Chine a commencé à en gagner en puissance, pour arriver en 2016 à la publication du premier document politique traçant le cadre de la diplomatie chinoise au Moyen-Orient. Et entre-temps, la montée en puissance est faite économiquement, ce qui n'est pas une surprise, et ce qui était la motivation que l'on attribuait à la Chine initialement, notamment la recherche d'hydrocarbures, la recherche de débouchés pour ces produits. Mais elle est devenue aussi un partenaire politique majeur de cette région. Et donc, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, et notamment à travers à la fois les liens économiques, mais aussi les liens qui ont été tissés malgré certains handicaps. Je pense à la question des Ouïghours, donc le sort de ces musulmans de l'Ouest chinois qui auraient pu peser négativement dans l'influence chinoise au Moyen-Orient et qui, de fait, ne le fait pas. Et pareil, la Chine parvient à garder des relations avec des pays qui pourtant ne s'entendent pas particulièrement. Pour en parler, j'ai à mes côtés Fatiha Talahit, qui est économiste, chercheur au CNRS. Vous êtes rattaché au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Et vous êtes le co-auteur, vous avez co-dirigé en particulier 2 ouvrages consacrés aux relations et à la relation entre la Chine et l'Algérie. Sujet très important, donc nous allons voir en détail avec vous. À vos côtés, Denis Bochart, donc vous êtes ancien diplomate, vous avez fait l'essentiel de votre carrière en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, donc vous connaissez parfaitement cette zone, et vous êtes rattaché à l'IFRI, et vous venez de publier un article très fouillé et peut-être le plus fouillé en français sur le sujet depuis longtemps, sur ce que vous appelez vers une hégémonie chinoise au Moyen-Orient. C'est sur... Il y a un point d'interrogation, effectivement. Donc, vous répondrez à votre propre question tout à l'heure. C'est sur le site Boulevard Extérieur. Et enfin, j'accueille Jean-François Di Meglio, qui est, lui, dans la partie chinoise, qui a une longue expérience d'abord dans le monde de la finance, avant de rejoindre le Centre-Asie et d'être aujourd'hui le président du Centre-Asie et professeur à Paris-Dauphine et à Sciences Po. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Denis Bochart. Justement, vous avez consacré cette étude. Après, vous êtes intéressé au Moyen-Orient sous toutes ses coutures pendant très longtemps. Est-ce que l'observateur de cette zone que vous êtes a été surpris par l'irruption de la Chine, la vitesse avec laquelle cette implantation s'est faite, au point qu'au bout de même moins de 20 ans, on puisse parler d'hégémonie, c'est quand même extraordinaire, et la facilité, d'une certaine manière, avec laquelle cette implantation s'est faite? Surpris, je dirais oui et non, parce que la Chine est arrivée au début des années 2000, discrètement, avec au départ des préoccupations essentiellement commerciales, comme vous l'avez évoqué, effectivement. Le fait que l'essentiel de l'approvisionnement en hydrocarbures de la Chine vient du Moyen-Orient était effectivement une justification de leur intérêt pour cette zone. Et puis la Chine est devenue une grande puissance commerciale, et donc il était inévitable que le Moyen-Orient soit également une de ses cibles commerciales.
Mais dès le début des années 2000, en 2004, effectivement, une dimension politique commence à percer avec cette réunion entre le ministre des Affaires étrangères chinois et l'ensemble des ministres des Affaires étrangères arabes, qui intervient tous les 2 ans en alternant Pékin et à une capitale arabe. Mais c'est effectivement un peu plus tard qu'on sent les signes beaucoup plus, je dirais, forts et nets. Et je pense que finalement, le premier point d'ancrage de la Chine a été l'Iran. Pour une raison simple, c'est que l'Iran commence à être asphyxié par le régime des sanctions. Et la Chine, qui n'était pratiquement pas présente en Iran, devient en quelques années, à partir de 2009, à la fois le premier fournisseur, le premier client et le premier investisseur en Iran. Mais je pense que le point de départ du développement de l'influence chinoise arrive avec Xi Jinping, arrive avec cette nouvelle initiative, la nouvelle route de la soie, en 2013, et avec son voyage au Moyen-Orient en 2016, où il visite l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Iran. Et au cours de ce voyage, il propose non seulement, je dirais, des accords ponctuels, mais il propose un véritable partenariat qualifié de stratégique. Donc là, il y a effectivement, me semble-t-il, à partir à la fois du rapport sur la politique chinoise que vous avez cité et de cette visite Xi Jinping au Moyen-Orient, une véritable volonté de s'intéresser au Moyen-Orient dans toutes ses dimensions. Et dans le même temps, d'ailleurs, on s'aperçoit que cette nouvelle route de la soie, je dirais, qui est un projet stratégique, s'accompagne de la présence militaire chinoise à la fois à Djibouti, mais également à Gawar, au Pakistan, c'est-à-dire à la sortie du détroit d'Ormuz. Alors, Jean-François Di Meglio, même question d'une certaine manière, mais vu de Pékin, est-ce que vous, qui observez la Chine, vous avez été surpris par cette montée en puissance. Au début des années 2000, il se trouve qu'on était quasiment en même temps à Pékin, on parlait beaucoup de l'essor de la Chine en Afrique. C'était très spectaculaire et visible à Pékin. Les débuts de cette politique arabe ou moyen-orientale ont été plus discrets. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après, vous êtes surpris par la vitesse avec laquelle ça s'est fait? Oui, alors la grande surprise, en fait, c'est pour nous qui fréquentons beaucoup nos pairs, les académiques, les think tanks en Chine, c'est quand vous débarquez dans un think tank en Chine et que vous voyez qu'il y a des chercheurs qui parlent arabe. C'est une évidence. Si on travaille sur une région, il faut qu'on parle la langue. Mais je dirais que de mes très anciennes années en Chine, il y a 40 ans, c'était pas une évidence que l'arabe soit l'une des langues enseignées en Chine. Or, dans ces think tanks, on a des gens qui ont une connaissance très très intime. Et depuis, effectivement, une période plus longue que ce qui a frappé notre esprit en 2004-2005. C'est-à-dire qu'il y a une vraie tradition de travailler sur ces langues et donc de travailler sur ces pays. Alors, il y a l'autre paradoxe aussi, c'est que pour nous, c'est cette Chine que je dirais contemporaine, moderne, économique d'une certaine façon, qui connaît ce regain d'intérêt pour les pays arabes, pour le monde de l'islam, mais là encore, la Chine est très capable de faire le grand écart avec une autre incarnation qu'elle a connue au moment des guerres coloniales. Et il faut se souvenir aussi qu'elle est très capable de faire le lien avec ce soutien qu'elle a apporté très tôt au conflit dans les luttes pour l'indépendance, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Maghreb aussi. Rappelons-nous effectivement de l'influence chinoise dans les guerres d'indépendance contre les puissances coloniales. Et donc il y a ce grand écart qui est extraordinaire, et puis il y a aussi cette grande capacité chinoise de s'adapter à un système ou un monde non systématique, puisque vous l'avez évoqué, ce voyage de 2016, c'est à la fois l'Arabie saoudite et l'Iran.
la Chine, c'est le bilatéral avant de faire le multilatéral. Et donc, finalement, quel autre terrain plus propice que celui où on a du mal à s'entendre entre soi que celui d'un pays qui, justement, travaille dans le bilatéral. Donc, et puis, bon, bien sûr, il y a le vide ou la possibilité du vide américain après la guerre d'Irak. Je pense que l'Irak est aussi un des grands tournants de l'attitude chinoise vis-à-vis de ce monde. Alors, Fatiha Talahit, je le disais, vous êtes une spécialiste des relations entre la Chine et l'Algérie. Vous avez coordonné ces deux ouvrages. Est-ce qu'il y a une spécificité algérienne? Jean-François Deméliot parlait du soutien chinois aux luttes de libération, etc. Il y a eu un soutien assez fort de la Chine à l'époque au FLN. Est-ce que c'est de là que se trouve le début de cette influence chinoise, ou est-ce qu'on est dans une phase complètement différente? Alors oui, c'est vrai que la Chine a été le premier pays non arabe à reconnaître le gouvernement algérien, en 58 déjà, même avant l'indépendance. Et bon, tout au long des premières années après l'indépendance, il y avait des relations avec la Chine. Bon, bien sûr, l'Algérie était plus en fait dans la zone d'influence de l'ex-URSS, mais il y avait quand même des relations assez proches avec la Chine. Il y avait c'était une économie qui était fermée, mais il y avait des produits chinois qui étaient déjà qui étaient importés en Algérie. Et comme disait monsieur, même sur le plan diplomatique, les diplomates chinois parlaient l'arabe, ce qui contrastait avec les diplomates des pays occidentaux qui tous parlaient le français, même ceux qui n'étaient pas de langue française. Et après, bon, la rupture, elle s'est faite en fait. Le changement s'est opéré lorsque l'Algérie a rompu avec l'option socialiste à partir de 1989. Donc il y a eu une ouverture, et cette ouverture, elle s'est faite parallèlement, alors au niveau officiel, mais également dans les réseaux du commerce informel. Parce que vu que les gens pouvaient désormais voyager, ils ont un petit peu quelque part renoué avec une tradition de voyage antérieure à la colonisation. On se rappelle de Ibn Battuta qui était allé jusqu'en Chine. Et les Algériens sont des voyageurs. Et donc, ils se sont tout naturellement déplacés d'abord vers les pays... il faut dire que ça correspondait au moment où l'Europe se fermait, la forteresse Europe. On pouvait de moins en moins facilement, de plus en plus difficilement aller en Europe, parce que les réseaux informels ont commencé avec l'Europe. Et les Algériens ont commencé à aller de plus en plus loin, jusqu'en Chine. Et d'ailleurs, un des nœuds de ces réseaux, c'était la Syrie, c'était Damas, c'était Halep, où les flux de marchandises venaient et étaient après dispatchés dans toute la région. Et ces réseaux-là se sont développés. Il y a d'ailleurs dans l'Est algérien, il y a une ville, Ain Fakaron, qui a été carrément construite sur le modèle chinois. Et c'est d'ailleurs une femme d'affaires qui allait en Chine, qui était très à l'aise avec tout ça, et quand on visite cette ville, il y a des maisons, l'architecture chinoise. Enfin, c'est assez. Bon, alors après, il y a au niveau des relations d'État à État, c'est vrai que, mais peut-être là, je ne vais pas rentrer, j'en parlerai de manière plus... C'est intéressant de voir comment ça s'est construit. Voilà. Effectivement, on est passé de ces réseaux informels à ensuite des gros contrats d'État. Mais c'est un peu en parallèle. Il y a le niveau aussi du commerce, alors des importations. Il faut dire que les produits chinois sont quasiment indispensables vu le rapport qualité-prix, dans des pays qui, quand ils ont commencé à découvrir la société de consommation, justement à cette période-là, l'Algérie s'est ouverte, alors qu'avant, c'était un régime bourmédien, c'était l'austérité, on n'avait même pas droit au beurre, il avait décrété que c'était un luxe. Et donc, l'ouverture s'est faite, mais bon, les produits les moins chers et les plus diversifiés, c'était les produits chinois. Donc, pas seulement pour les couches populaires, même les classes moyennes. Enfin, il n'y a que vraiment les catégories très, très élevées qui pouvaient accéder aux produits venant du reste, enfin, d'autres pays.
Donc ça, au niveau des importations, et y compris parce que le secteur privé a commencé à se développer aussi, les machines-outils. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, sur les industries alimentaires, où on voit que les industriels dans ce secteur importent des machines chinoises avec une stratégie pour après, une fois qu'ils auront les moyens, s'équiper en équipements d'autres origines. Et le troisième niveau, c'est les investissements d'État qui... Bon, alors là, peut-être on en parlera un peu plus tard, précisément oui, après, à partir de 2000, les années 2000. Quoi. Oui. Alors, Denis Bochart, on voit bien la toile de fond économique, elle est évidente, elle est dans les deux sens, pétrole et marchandises. On voit moins bien la dimension stratégique. Que cherche la Chine au Moyen-Orient, selon vous ? Je pense que la Chine est devenue donc une grande puissance, non seulement économique, mais même politique. Et donc, la Chine ne pouvait pas se désintéresser d'une région aussi stratégique que le Moyen-Orient. Effectivement, à partir de 2016 et l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, la nouvelle route de la soie est un objectif stratégique. Et inévitablement, la nouvelle route de la soie passe par le Moyen-Orient. Il y a effectivement aussi des préoccupations plus ponctuelles qui est d'éviter que le Xinjiang et que les Ouïghours bénéficient, je dirais, d'un intérêt des pays musulmans. Et donc, la Chine a intérêt, effectivement, à nouer des relations, de bonnes relations avec des pays qui ont un rayonnement dans le monde musulman, comme en particulier l'Arabie saoudite, l'Égypte ou même la Turquie. C'est donc également une autre préoccupation. Mais je pense que pour mettre en œuvre ces objectifs, la Chine a joué, je dirais, la carte des opportunités. Et à cet égard, le cas de l'Arabie saoudite est, je trouve, très intéressant, parce qu'au départ, effectivement, la préoccupation était surtout commerciale, dans un sens, mais également à travers les importations de pétrole de l'Arabie saoudite, qui est son premier fournisseur pétrolier. Mais la Chine a profité de la relation exécrable que l'Amérique du président Obama et l'Arabie saoudite du roi Salman entretenaient, si j'ose dire. Et ce n'est pas par hasard si c'est en 2016 que le roi Salman fait une tournée en Asie et en particulier s'arrête à Pékin. Le roi Salman était conscient que l'Arabie saoudite avait besoin de diversifier ses interlocuteurs. On a d'ailleurs un peu le même réflexe de la part du président Sisi en Égypte. La volonté, effectivement, sans naturellement remettre en cause le partenariat privilégié avec les Américains, trouver d'autres interlocuteurs, et la Chine en est un. Et naturellement, la Chine en profite pour obtenir des engagements de la part du roi Salman que la question ouïghour sera maintenue dans une certaine discrétion de l'Arabie saoudite. Donc effectivement, je crois qu'il y a à la fois des objectifs assez clairs, non seulement économiques, mais maintenant stratégiques. La volonté aussi de contrer les États-Unis dans cette région où la puissance américaine est encore forte à travers notamment un certain nombre de bases. Mais il y a aussi, je dirais, une volonté d'être présent dans des pays aussi divers que Israël, la Turquie, l'Iran et l'Arabie saoudite. Jean-François Di Meglio, l'un des atouts, entre guillemets, de la Chine dans son approche d'une région comme le Moyen-Orient, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures et donc qui tranche avec
la politique américaine à certains moments. Et notamment, je pense à l'épisode du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, après l'affaire Khashoggi. Donc personne n'avait envie d'être pris en photo avec lui pendant un certain temps. Et pourtant, il a été accueilli, je crois, 4 mois après la mort de Khashoggi, il a été accueilli avec tous les honneurs à Pékin. Est-ce que là, on a une spécificité chinoise sur ce point-là, je dirais, on a une illustration surtout de la stratégie chinoise de conquête, ou en tout cas de présence dans des domaines où il y a de la place. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on appelle l'expansionnisme chinois, c'est surtout une recherche des opportunités de s'insérer là où il y a du vide. Là, il y a une opportunité extraordinaire, puisqu'effectivement, on a un banni, et c'est quelqu'un qu'on va accueillir parce que personne d'autre ne va l'accueillir. Et donc, on gagne des points, parce qu'on est en face d'une absence totale de ligne parmi les interlocuteurs habituels de la Chine. Donc il y a cette identification qu'on voit par ailleurs, partout où il y a du vide, puisque j'ai une dynamique, je vais utiliser cette dynamique. Mais c'est une dynamique qui, à l'inverse, n'est jamais une dynamique frontale. Et c'est probablement aussi un des problèmes de la Chine dans la région. Et c'est aussi pourquoi, si effectivement, 2013, lancement de l'initiative des routes de la soie, premier voyage de Xi Jinping et premier white paper, 2016. C'est 3 ans pour, je dirais, une politique affirmée, ça prend quand même pas mal de temps. Premier sommet des routes de la soie, 2017. J'ai pas souvenir, ou en tout cas, s'il y a eu, ça ne m'a pas laissé un souvenir très fort d'une voix moyenne-orientale très forte lors de ce premier sommet où j'étais. Le deuxième sommet 2019, on va voir s'il y en a un troisième en 2021, deuxième sommet, il était de toute façon très différent parce que la coloration des routes de la soie avait beaucoup changé. On n'était plus dans cet esprit conquérant, dans cet esprit qui pouvait apparaître comme dominateur à des observateurs extérieurs. Mais en 2017, je me souviens très bien de certaines interventions. J'étais frappé par l'intervention d'Erdogan, qui est arrivé en 3e, après Xi Jinping et après Poutine. D'autres interventions, voilà, de mémoire, ça ne me frappe pas. Donc il y a beaucoup de prudence aussi. Pourquoi ? Parce que cette Chine qui redoute avant tout les conflits, voit quand même le Moyen-Orient et voit quand même toute cette région, sinon comme une poudrière. Il y a une expression d'un chercheur du Ningxia. Le Ningxia, c'est la province emblématique, la région emblématique de la Chine lorsqu'elle dit qu'elle a de bonnes relations avec l'islam, parce que c'est une région autonome. Région autonome des Roués, c'est un peu le pendant du Xinjiang. Le Ningxia bien, le Xinjiang pas bien. Et donc il y a un mot d'un chercheur du Ningxia qui dit qu'effectivement c'est le cimetière de tous les impérialismes, cette région. On l'a utilisé dans beaucoup d'autres régions, mais pour lui, l'île Shaoxian, je crois, et le Moyen-Orient, c'est très dangereux. Donc il y a beaucoup de prudence aussi. Ils ont été un peu traumatisés par la révolution libyenne et le fait qu'ils ont dû évacuer des milliers et des milliers de travailleurs chinois en urgence, ce qui ne s'était jamais produit depuis que la Chine a commencé à... 2011, alors il y avait eu quelque chose au Liban déjà. Il y avait eu une première évacuation au Liban, mais ça concernait un tout petit groupe. Mais 2011, effectivement, il a fallu improviser d'une certaine façon, se projeter en Méditerranée et puis réussir l'évacuation des travailleurs chinois en Libye. Donc ça a été effectivement un petit électrochoc. Et peut-être que Djibouti, d'une certaine façon, est une conséquence de la Libye. On se dit, quand même, dans cette région où on a du monde, il faut peut-être qu'on réfléchisse à se protéger. La façon dont je vois les choses, on va beaucoup parler de la question de l'expansionnisme ou pas, c'est qu'on a effectivement dans cette région une illustration emblématique de l'attitude chinoise, c'est-à-dire ne pas prendre des positions trop tôt, contrairement
par ailleurs, à ce qu'on reproche parfois même en Chine à Xi Jinping, c'est-à-dire d'avoir affiché ses ambitions sur les routes de la soie beaucoup trop tôt par rapport aux moyens disponibles. Les 1000 milliards des routes de la soie, on voit aujourd'hui qu'il y a des problèmes, il y a beaucoup de situations extrêmement difficiles, y compris d'ailleurs au Pakistan, avec des projets qui ne suivent pas. Denis Bochart, tout à l'heure, Jean-François Di Meglio parlait du fait que la Chine était dans le bilatéral avant d'être dans le multilatéral, et elle a réussi quand même un tour de force pendant ces presque 20 ans de développer ses relations avec des pays antagoniques, et que ce soit l'Iran et l'Arabie Saoudite, où effectivement dans le même voyage on pouvait aller dans les deux, et aujourd'hui elle est le principal partenaire économique de l'Iran, sans que ça ait jeté la moindre ombre à ses relations avec l'Arabie Saoudite. Mais pendant longtemps aussi, avant les récentes relations diplomatiques entre Israël et les pays du Golfe, elle a des liens extrêmement forts avec Israël, notamment dans l'achat de technologies, y compris de défense. Sans que, pareil, personne ne lui pose la question. Quel est le secret de cet équilibrisme qui marche ? Les diplomates chinois sont devenus très professionnels et sont certainement de très bonne qualité. Ceci étant, je pense que le fait que la Chine est un des rares pays qui ne s'immisce pas dans la politique intérieure de ses interlocuteurs, est un atout qu'elle seule dispose. Même la Russie, elle ne fait pas des leçons sur les droits de l'homme, mais elle a une tendance, on le voit bien en Syrie, à s'ingérer dans la politique intérieure des pays. Je crois qu'il y a cet élément qui joue. Il y a également une certaine prudence de la Chine. J'en veux pour preuve le point des relations entre la Chine et l'Iran actuellement. Manifestement, la Chine est actuellement très prudente. Certes, elle continue à importer notamment du pétrole d'Iran, mais en quantité relativement modeste. Elle négocie depuis presque un an maintenant un accord de partenariat avec l'Iran qui devrait être très ambitieux, puisque ce serait un accord de partenariat portant sur 25 ans, avec un approvisionnement en pétrole à prix favorable, contre une coopération militaire soutenue. Cet accord est toujours en négociation. Les négociations sont allées assez loin, mais cet accord n'a toujours pas été signé. Donc je crois qu'actuellement, la Chine veut ménager à la fois Israël, l'Arabie Saoudite, mais également les États-Unis. Donc je pense que c'est une politique assez fine qui présente plusieurs faces et qui arrive effectivement à éviter de provoquer des antagonismes sur des dossiers sensibles. Fatiha Talaït, vous commenciez à évoquer tout à l'heure donc la progression de cette présence économique chinoise en Algérie, à travers d'abord le commerce et les réseaux informels, etc. Et puis on commençait à parler des contrats d'État. Et ceux-là ont pris quand même une importance considérable, jusqu'à voir la Chine construire la nouvelle mosquée d'Alger, avec aussi des milliers de travailleurs chinois qui sont venus, etc. Comment s'est fait cette construction, disons, de cette place qu'a pris la Chine en Algérie? Oui, si vous le permettez, je voulais juste revenir un peu à la question précédente pour dire quand même que la chute du mur de Berlin a joué un rôle dans l'expansion chinoise, parce que pour les petits pays qui étaient dans un monde bipolaire et qui s'étaient un petit peu fait une place entre les grandes puissances, brutalement, l'URSS a disparu, politiquement, économiquement, militairement, pendant quand même
pas mal d'années avant que Poutine reprenne le flambeau. Et donc, ces pays se sont trouvés face à une hégémonie américaine. Bon, l'Europe n'était pas tellement identifiable comme quelque chose de très différent aussi. Et pour beaucoup de pays, ça a été, ça a fermé beaucoup d'opportunités. Ça a été quelque chose d'assez brutal. Donc la Chine est devenue une alternative. La Chine, oui, parce que c'est des pays qui auront besoin de se glisser dans les interstices des rapports entre les grandes puissances. Mais là, pour le coup, c'était le début de la mondialisation. C'était quand même pendant des années, il y avait que l'Amérique. Hein, et donc, bon, l'Algérie. Alors c'est un peu particulier parce que généralement, bon, en Afrique, les Chinois, ils font des accords justement où il y a matière première contre investissement. Et l'Algérie, ça n'a pas été le cas parce que l'Algérie se trouvait en fait un peu comme dans la même position de la Chine, à avoir c'est un pays qui exporte des hydrocarbures, surtout du gaz, avoir des excédents, des réserves, beaucoup de réserves de change, donc des capitaux à investir. Et donc l'Algérie n'avait... c'est pas qu'elle n'avait pas besoin des capitaux chinois, des investissements chinois, mais il y avait aussi... le président Bouteflika avait une sorte de dogme, il ne voulait pas endetter l'Algérie parce que l'ajustement structurel avait été un traumatisme pour le régime algérien. Et donc ça a été un dogme qui a d'ailleurs été catastrophique sur le plan économique parce que ça a été un gros gaspillage en fait, parce que ce qui s'est passé avec les Chinois, c'est que l'Algérie finançait. C'est l'État algérien qui a tout financé, qui finançait les investissements. Et les Chinois, avec les Chinois, c'était des contrats de service, en gros, essentiellement. Donc dans la construction de l'autoroute Est-Ouest, le logement, les grands travaux d'infrastructures. Mais le problème aussi, c'est que comme les Chinois proposaient Pourquoi est-ce qu'on a eu recours aux Chinois? Bon, parce qu'ils proposaient les prix les plus avantageux. En plus, ils amenaient leur main-d'œuvre parce que ça faisait partie justement du coût bas. Parce qu'avec, donc, mais ça a surpris à l'époque. Les gens disaient, mais l'Algérie manque de main-d'œuvre ou de bras, c'est quand même assez surprenant. Ah non, mais les Algériens, ils vous diront, nous, on n'est pas capable on n'accepterait jamais de travailler dans les conditions dans lesquelles travaillent les Chinois. D'ailleurs, le gouvernement algérien, à un moment, a voulu, justement parce qu'il y a eu des critiques un peu, mais des critiques qui venaient un petit peu quand même plutôt des intellectuels. Ils ont voulu imposer dans les contrats que les Chinois prennent une partie de la main-d'œuvre locale. Ils l'ont fait, mais ils leur disaient de rentrer chez eux. Parce que, en fait, eux, parce qu'ils maîtrisent leur collectif de travail. C'est normal, hein, quand on propose un coût, c'est la main-d'œuvre incluse. Si la main-d'œuvre n'était pas incluse, ça aurait été beaucoup plus cher. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les contrats, parce qu'il y a plusieurs types de contrats, donc les contrats que l'Algérie a favorisés, c'était des contrats où en fait le partenaire chinois il était payé par un forfait, mais il s'engageait pas dans l'exploitation du bien. Et ça c'est maintenant beaucoup critiqué. D'ailleurs maintenant on essaye de passer à d'autres types de contrats différents. Par exemple pour l'autoroute Est-Ouest, donc elle a été construite, elle a été livrée. Et on se rend compte que comme le partenaire chinois ne prenait pas de risque, tout était financé par l'Algérie, et ne prenait pas en charge non plus pour se rembourser l'exploitation après, ça a coûté très cher, et puis c'est pas de très bonne qualité. Et donc maintenant, l'Algérie voudrait des contrats où justement le partenaire, c'est la question, c'est le port, le port qu'ils ont le projet de construire à Cherchell, où le partenaire chinois va exploiter le port et il sera rémunéré sur ce que ce port rapportera. Oui. Du coup, sauf que les Chinois maintenant sont plus réticents à faire ça. Quoi. À l'époque, ils étaient d'accord. Ils eux-mêmes proposaient aux Algériens ce type de contrat. Et maintenant, comme ils sont dans une autre... il faut dire qu'à l'époque aussi, la Chine, c'était la période où la Chine sortait de son territoire. Elle mettait en place des zones économiques spéciales qu'ils appelaient les zones de coopération économique et commerciale dans les pays où ils intervenaient. Donc c'était la phase où elle sortait du territoire pour investir ailleurs. Mais depuis quelques années,
la Chine s'est un peu recentrée sur son marché intérieur. Donc, et sur l'initiative aussi Belt and Road. Donc, pour l'Algérie, maintenant, on se rend compte que les négociateurs algériens ont plus de mal. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu bien sûr, ils déclarent toujours qu'ils sont prêts à aider l'Algérie pour beaucoup de choses. Récemment, je crois que c'était l'ambassadeur chinois en Algérie qui a laissé entendre que, en fait, qu'ils aimeraient bien intervenir dans le cadre de l'accord d'association avec l'Union européenne. Parce qu'en fait, ce qui a attiré aussi les Chinois, c'était cet accord qui devait être la zone de libre-échange avec l'Union européenne, qui aurait permis aux Chinois, s'ils avaient investi dans la production industrielle en Algérie, d'exporter vers l'Europe. Et ça, l'Algérie n'a pas joué le jeu, puisque maintenant elle est en train de remettre en cause cet accord, et puis que de toute façon, il n'y a pas eu d'investissement industriel chinois. Mais ça aussi, c'était un choix du gouvernement algérien parce que, par rapport à la période précédente, parce qu'ils se sont rendus compte que les investissements industriels, quand il y a des chocs pétroliers, c'est beaucoup plus difficile de réduire les dépenses dans ce secteur-là que dans le secteur des infrastructures où on peut abandonner un projet plus facilement. Donc, les deux dogmes de la période Bouteflika, c'était justement pas de développement industriel trop coûteux, avec des intrants importés qui, après, lorsque le prix du pétrole baisse, on n'arrive pas à payer, et pas d'endettement extérieur. Donc ça a quand même fait que le cadre de la présence d'investissement chinois était assez limité. Voilà. Denis Bochart, vous vouliez... Oui, effectivement, on peut rappeler que dans un certain nombre de domaines, qu'il s'agisse des infrastructures, des travaux publics, de la construction de logements, les Chinois arrivent avec leur main-d'œuvre. Et donc, effectivement, sur l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, il y a plusieurs dizaines de milliers de Chinois, de communautés chinoises qui se sont installés, je dirais, provisoirement, mais certains restent après les contrats. Et ceci, d'ailleurs, a provoqué, si je ne me trompe pas, notamment en Algérie, des réactions un peu xénophobes de la part de ces populations qui ne comprenaient pas très bien, alors qu'il y a effectivement un chômage important dans tous ces pays, que les Chinois viennent avec leur main-d'œuvre. Et je pense que c'est un des points de faiblesse de la présence chinoise. S'il y a trop de Chinois dans cette zone, ça peut provoquer des réactions xénophobes de la part des populations. L'autre dimension étant, vous l'avez mentionné, la réputation de qualité moindre du produit chinois dans la première vague de présence chinoise dans ces pays. C'est-à-dire qu'en particulier en Algérie, l'addition de la présence de main-d'œuvre chinoise et de doutes sur la qualité, en particulier des constructions d'habitation. Le retour que j'ai effectivement en Algérie, c'est qu'on préfère habiter dans un habitat qui n'est pas chinois plutôt que dans quelque chose qui a été construit par les Chinois. Même si, du point de vue infrastructure routière, les tronçons qui ont été construits par la Chine sur la transalgérienne, effectivement, sont valides. Donc il y a aussi cette dimension qui renvoie à l'acceptabilité de la présence chinoise dans ces pays-là. Probablement aussi l'une des raisons de ce que j'appelais la réserve et la prudence chinoise, c'est que la zone de confort dans ces pays-là n'est pas tout à fait la même que par exemple en Asie centrale, où il y a une proximité, il y a une habitude. Je pense qu'il y a une étrangeté qui n'est pas encore totalement résorbée. Alors, Denis Bochart, vous avez parlé vous-même tout à l'heure de la question ouïghour. C'est quand même un des gros sujets qui fait débat dans les sociétés arabes. C'est le soutien de ces États, à commencer par l'Arabie saoudite, gardien des lieux saints, etc., qui soutiennent la position de la Chine dans toutes les instances internationales, comme la Commission des droits de l'homme de
de l'ONU, etc., sur la question ouïghour. On a vu la Chine récemment, l'Allemagne avait présenté une liste, je crois un texte soutenu par 34 pays qui condamnait l'existence de ces camps de rééducation au Xinjiang. Le lendemain, la Chine a produit une liste avec plus de pays encore, dont les 2 tiers étaient des pays musulmans, à commencer par l'Arabie Saoudite. Comment s'explique ce soutien sans condition, sans faille des grands pays musulmans à la Chine sur un sujet dont on aurait pu imaginer qu'il touchait une corde sensible, notamment dans leurs opinions publiques? Le premier pays concerné, c'est effectivement la Turquie, oui, dans la mesure où le Xinjiang est peuplé de populations turcophones. Donc on pourrait penser le président Erdogan, enfin, était Premier ministre à l'époque, le premier à avoir employé le mot de génocide, d'ailleurs, il y a fort longtemps. Oui, mais il a changé depuis. Absolument. Je pense que la Turquie, qui actuellement se trouve d'ailleurs dans une position relativement isolée, diplomatiquement, a besoin de se trouver des alliés. Et je pense que là, au nom de la réalpolitik, la Turquie du président Erdogan ne veut pas froisser les Chinois, même si la présence chinoise, la présence économique notamment de la Chine en Turquie est relativement moins importante que dans d'autres pays de la région. Donc effectivement, tous ces pays, et on peut faire la même réflexion s'agissant de l'Arabie Saoudite, tous ces pays pourraient critiquer à bon droit la Chine sur la façon dont elle traite ses musulmans, mais non, on est passé en fait du silence au soutien, comme vous le rappeliez vous-même, de la Chine sur la question de la question ouïghour. Et je ne pense pas que les choses changent à terme bref. On pourrait observer d'ailleurs le même silence s'agissant des Tchétchènes de la Russie. Et en Birmanie. Oui, ou éventuellement, effectivement, en Birmanie, mais non, en Birmanie, on retrouve au sud. On retrouve également la Chine. Donc, effectivement, il y a de la part non seulement des pays arabes, mais des pays musulmans, un silence complaisant, si j'ose dire, à l'égard de ce sujet qui est pour la Chine une préoccupation de politique étrangère majeure. Il y a une habileté chinoise, ou en tout cas un tour diplomatique qui a été trouvé, c'est effectivement de réunir tout le monde, en apparence, autour du terme de déradicalisation. Ce pourquoi ces pays se sont prononcés en faveur de la Chine, c'est parce que ce qu'elle prétend au Xinjiang, c'est déradicaliser. Et effectivement, ce qu'elle met en avant, c'est que le terrorisme, qu'il soit en Afghanistan, au Pakistan ou au Xinjiang, vient de groupes qui sont extérieurs aux pays dans lesquels ils exercent, et ça va effectivement, objectivement, dans le sens des pouvoirs en place, puisqu'on leur dit ceux à qui on s'attaque, ce ne sont pas de bons musulmans chinois qui seraient effectivement déviants et dont on ne voudrait pas. Ce sont des gens qui sont agités par l'extérieur et probablement des gens qui, chez vous aussi, font preuve de radicalisation, ce dont vous ne voulez pas forcément. Ce sont des terroristes, en quelque sorte. Voilà, pour reprendre la terminologie utilisée par la Chine. Oui, mais ce faisant, ils ferment aussi les yeux sur ce qui sont aussi des atteintes à la liberté religieuse. Vous parliez du Ningxia tout à l'heure, mais il se trouve que j'étais au Ningxia il y a 2 ans. Et le Ningxia a été pendant un moment la passerelle avec le monde arabe. Et je me suis rendu dans un parc islamique qui est à l'extérieur de Yinchuan, la capitale, où il y a eu des gros investissements saoudiens, une mosquée absolument géante, et il y avait tout un tas d'équipements qui étaient en cours de construction, centre culturel, une géode, etc., qui étaient le signe de ce partenariat. Et il y a quelques années, la politique a changé radicalement. Tous les chantiers sont à l'arrêt depuis maintenant 3-4 ans.
et toutes les inscriptions en arabe ont disparu. Le mot halal sur le restaurant du parc a été caché par une bande de papier. Et donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la civilisation. On touche à, je dirais, un problème qui tient à l'ADN du régime chinois, c'est-à-dire sa relation avec les religions. C'est-à-dire que jamais plus que dans les 3 ou 4 dernières années, on a vu la fracture réelle qu'il y avait, pas seulement avec l'islam, mais avec toute forme explicite de sentiments religieux. On a cru, et bon, Rome a le même problème, on a cru qu'il y avait des arrangements possibles avec le régime chinois, et puis on se rend compte que très très vite on bascule dans une sécularisation qui est telle qu'à un moment elle est incompatible même avec les ambitions de compromis les plus fortes de Rome, et quand il s'agit de l'islam, qui par définition a une zone d'influence dans le civil qui est beaucoup plus grande que bien sûr le christianisme, on bute vraiment sur cet ADN du régime de Xi Jinping qui est effectivement tout sauf la religion. Pour l'anecdote, les instituts Confucius, il y en a pratiquement partout en Afrique, il y en a en Tunisie, il y en a au Maroc. L'Algérie a refusé. Alors l'argument, c'était que c'était du prosélytisme religieux. Ça, c'est intéressant. Ah bon ? Et donc, il n'y a pas d'institut Confucius en Algérie. Et pour revenir à cette question de... en fait, par exemple, pour l'Algérie, ce qui est mis en avant, c'est non-ingérence dans les affaires intérieures. D'ailleurs, récemment, les Chinois ont promis aux Algériens un don de vaccins. Et dans la déclaration officielle, ils ont terminé en disant qu'ils s'étaient entendus sur la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures. Et il faut dire que c'est vrai que tous ces régimes-là, ils sont assez mal placés quand même pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme en Chine, vu ce qu'ils font chez eux. Voilà. Alors, vous parlez des vaccins, c'est un sujet intéressant puisque la Chine pratique ce qu'on appelle la diplomatie du vaccin et effectivement, un certain nombre de pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord ont eu recours, ont accueilli à bras ouverts le vaccin chinois, y compris, je crois, les Émirats Arabes Unis, le Maroc. L'Algérie, non, l'Algérie, c'est le vaccin russe. C'est le vaccin russe, ah oui, d'accord. On reste fidèle aux anciens... Ah oui. Et est-ce que, Denis Bochart, est-ce que cette diplomatie du vaccin a une importance réelle ou est-ce que c'est juste de l'écume ? Je dirais, elle accompagne en quelque sorte le soft power chinois, si j'ose dire, au même titre que les instituts Confucius, toute proportion gardée. Et effectivement, Sinopharm, qui est la firme chinoise qui produit le vaccin, a envoyé des doses de vaccins, notamment dans des pays du Golfe, mais également, y compris en Iran. Iran, et je dirais, tous ces pays sont plus tournés vers le vaccin chinois que vers le vaccin russe ou les vaccins occidentaux qui sont plus difficiles à manier. Oui. Alors, gardez la parole parce que vous avez intitulé votre article donc, vers une hégémonie chinoise au Moyen-Orient, point d'interrogation. Pourquoi le point d'interrogation d'une certaine manière et est-ce que le mot hégémonie et justifier hégémonie, ça a un sens très, très précis. Est-ce que la Chine a une visée hégémonique sur le Moyen-Orient ? Je pense que le Moyen-Orient est un des terrains sur lequel la Chine veut affronter des pays occidentaux, veut développer une forte influence. J'en veux pour preuve, je dirais, l'activisme chinois dans des domaines qui sont sensibles, comme la coopération dans le domaine nucléaire, la coopération dans le domaine de l'armement. En Arabie Saoudite, la Chine a déjà livré des missiles dans les années 2000. Là, un accord a été signé lors de la visite
du roi Salman pour installer une usine de fabrication de drones, le CH4, qui est un peu l'équivalent d'un drone américain, avec des performances comparables, mais à un prix nettement inférieur. Un autre exemple, c'est effectivement l'intérêt que porte la Chine à Israël et aux start-up israéliennes dans le domaine des hautes technologies, y compris les hautes technologies militaires. Il faut dire aussi que les Israéliens sont très présents en Chine. Il y a à peu près 1 millier d'entreprises israéliennes qui sont présentes en Chine, et notamment justement les start-up qui s'intéressent dans les hautes technologies. Donc je pense qu'il y a un objectif de puissance. Ceci étant, la Chine n'a pas basculé encore dans ce que j'appellerais l'activisme diplomatique. C'est-à-dire que contrairement à des pays comme les États-Unis, comme la Russie ou même comme la France, pour l'instant, elle ne joue pas véritablement un rôle de honest broker, de médiateur pour essayer d'apaiser les conflits. La Chine est très prudente sur la question palestinienne. Finalement, les seuls engagements, ce sont des engagements un peu négatifs, c'est-à-dire, par exemple, l'utilisation du droit de veto pour protéger la Syrie de sanctions onusiennes, pour protéger l'Iran aussi de sanctions. Mais il n'y a pas une dynamique diplomatique pour essayer de jouer un rôle actif dans la solution des problèmes du Moyen-Orient. Et là, effectivement, tant que la Chine ne basculera pas vers ce type d'activité diplomatique, ces intentions hégémoniques se trouveront en quelque sorte un peu paralysées. Jean-François Emilio. Oui, alors le mot d'hégémonie à propos de la Chine, il est peut-être prématuré, mais je pense que de toute façon, il n'est pas approprié dans la démarche chinoise. Je pense que ce qu'on a dit à propos des routes de la soie, ce que vous dites à propos des relations avec Israël, je veux souligner aussi qu'Israël a la grande habileté d'avoir autant de projets d'innovation avec la Chine qu'avec Taïwan. C'est une des spécificités d'Israël. Et donc, quand la Chine va travailler avec Israël, elle sait aussi qu'elle n'est pas en terrain tout à fait conquis. Mais pour reprendre ce terme d'hégémonie, il manque quelque chose à la Chine, mais délibérément, c'est pas parce qu'elle n'en est pas capable. C'est que qui dit hégémon, d'une certaine façon, dit système d'alliance. Et une hégémonie, c'est quelque chose qui s'exerce avec un dispositif dont on est à peu près sûr et cohérent. Ce qui préoccupe surtout la Chine aujourd'hui, ce qui la préoccupe en particulier à travers sa progression dans les routes de la soie, je pense que c'est l'imposition ou la suggestion de standards chinois. Ces standards sont des standards techniques, ce sont des standards économiques, éventuellement financiers ou monétaires, mais au-delà des standards, il n'y a pas de système réellement chinois qui gravite autour de références chinoises qui permettent de rassembler suffisamment de pays pour qu'on puisse parler d'hégémonie sur une région. Et je pense que ça n'intéresse pas. Peut-être la seule région où effectivement le terme d'hégémonie pourrait s'appliquer à propos de la Chine, bien sûr, c'est l'Asie orientale, et c'est la mer de Chine du Sud. Parce que là, on a effectivement une revendication territoriale, on a des cartes. Le Xinjiang, d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose, comme le Tibet, parce qu'effectivement, on a des cartes, on a des prétentions géographiques, plus du tout géopolitiques. En termes d'hégémonie, je pense que c'est la grande force de la Chine, justement, c'est de dire les hégémons n'ont qu'un temps. On a eu l'hégémonie espagnole, on a eu l'hégémonie victorienne, on a eu l'hégémonie Louis XIVe, on a eu l'hégémonie américaine. Elles ont toutes passé. Si nous sommes des hégémons, nous passerons. Ce que nous voulons, c'est simplement restaurer cette pérennité de la puissance chinoise qui s'est simplement arrêtée pendant 200 ans. Il y a la question parce que si on est en rivalité avec les Américains ont apporté des garanties de sécurité, par exemple à l'Arabie Saoudite. Est-ce que la Chine est capable ou a l'ambition de procéder de la sorte? Elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Il y a des pays
satellite. On peut dire que le Cambodge aujourd'hui est dans la mouvance chinoise, mais on ne peut pas dire qu'elle ait apporté sa garantie de sécurité à qui que ce soit d'autre. Pierre, vous le savez autant que nous, la vision géopolitique de la Chine, c'est qu'elle se sent menacée par opposition aux États-Unis qui effectivement se projettent pour défendre leurs intérêts là où ils sont menacés. Mais la Chine, elle se sent toujours menacée dans son existence. Et donc, à ce titre-là, elle ne peut pas proposer d'options sécuritaires à des tiers parce qu'il faut déjà qu'elle s'assure de sa propre option sécuritaire pour elle-même. Et peut-être, Denis Bochart, ensuite je reviendrai sur le cas de l'Algérie, mais est-ce que y a le cas particulier de la Russie qui a fait un retour sur la scène moyen-orientale avec Poutine, et est-ce que la Chine est en concurrence avec la Russie, en complémentarité? Quel est l'état de la relation entre ces deux pays? On le voit dans le dossier syrien. Vous parliez des votes à l'ONU. La Chine a voté avec la Russie à chaque fois qu'il fallait. Je pense qu'à ce stade, la Chine est plutôt en complémentarité avec la Russie. Alors, on l'a vu sur les dossiers, effectivement, aussi bien de l'Iran, de la Syrie ou de la Libye. À chaque fois, la Chine a voté comme la Russie, dans deux cas en votant contre, dans d'autres cas en s'abstenant. Mais ceci, je dirais, pose le problème plus général, je dirais, des relations entre la Russie et la Chine. Actuellement, ces relations sont excellentes, ou apparaissent comme excellentes, mais il faut se souvenir du passé de l'Union soviétique, où il y a eu des affrontements armés, effectivement, dans l'est de la Sibérie. Le problème est de savoir si un jour une rivalité entre la Chine et la Russie ne va pas éclater au grand jour, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments objectifs qui peuvent laisser penser qu'à un moment ou un autre, il pourra y avoir un affrontement entre ces deux pays. Mais pour l'instant, on n'en voit pas les prémices. Et effectivement, la Chine, pour l'instant, ne gêne pas le retour de la Russie, un retour assez flamboyant, si j'ose dire, dans le monde arabe et en particulier au Moyen-Orient, mais ça peut changer. Ouais. Fatiha Talaït, est-ce que la Chine a de l'influence politique en Algérie? Est-ce que, au-delà de sa présence économique très importante, est-ce que ça lui donne de l'influence politique? Est-ce qu'elle en cherche d'ailleurs? Oui, non, je pense pas. Non. Je pense pas que ça soit quelque chose de dominant. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la question de l'hégémonie, il y a la dimension monétaire, parce qu'à un moment, la Chine, le renminbi, la monnaie chinoise, la monnaie convertible, est entrée dans le panier de monnaie du FMI en 2015, et donc à ce moment-là, il y a une sorte de... On a l'impression que la Chine partait pour faire de sa monnaie une monnaie internationale. Et d'ailleurs, en Afrique, il y a pas mal de pays qui l'ont inclus dans leur panier de monnaie. Pour l'Algérie, on ne sait pas, parce que c'est secret, on ne sait pas quelles sont les monnaies mais c'est possible, parce que comme c'est le principal partenaire pour les importations, en tout cas. Et finalement, maintenant, il y a une sorte de repli. Il devient de plus en plus évident que ça va devenir une monnaie plus régionale qu'une monnaie internationale, en tout cas pour la période qui vient. Mais pour les pays, c'est quand même important que les échanges avec la Chine soient libellés dans la monnaie chinoise, parce que ça réduit le risque. On n'est pas obligé de recalculer les contrats lorsqu'il y a des fluctuations de change, etc. Donc ça, quand même, de ce point de vue-là, il y a c'est-à-dire au fur et à mesure que les échanges se développent, il y a une présence de la monnaie chinoise. Et je pense que les échanges vont se développer
pour la raison principale que la Chine aujourd'hui, c'est le pays qui concentre l'épargne mondiale, et la pandémie a accentué la chose puisque les pays occidentaux sont massivement endettés pour faire face à la pandémie, et la Chine, avec un décalage de temps, et son économie a repris de la croissance. Et on voit par exemple quelque chose qui est aussi peut-être moins visible, c'est que même lorsque des firmes occidentales viennent investir dans ces pays, en fait, leur capital, il est chinois. Parce que les Chinois participent du capital de beaucoup de firmes. C'était le cas, par exemple, pour le projet Desertec en Algérie, qui était un grand projet pour faire de l'énergie à partir du soleil, l'énergie solaire, et il était prévu de produire de l'électricité et de l'exporter en Europe. Et ce projet qui était au départ avec les Allemands, des capitaux allemands et australiens, je crois. Et en fait, au fur et à mesure, les Chinois ont racheté une grosse partie de ce capital. D'ailleurs, l'Algérie, après, a abandonné le projet. Moi, je me suis demandé si ce n'était pas parce qu'ils ne voulaient pas, justement. Parce qu'il y a quand même pas mal de réticences. Il faut oublier que l'Algérie est quand même dans la zone d'influence de l'Europe, que ce soit économique et politique. Politiquement, l'Algérie est beaucoup plus sous influence de l'ancienne puissance coloniale que de la Chine. Ça, c'est quelque chose d'assez évident. Et il y a beaucoup ce sentiment anti-chinois et cette peur de l'hégémonie chinoise en Afrique qu'on retrouve dans toute la littérature, surtout francophone. Une partie des élites algériennes l'ont reprise à leur compte, alors que en fait, il n'y a aucune raison de s'identifier aux intérêts européens. Mais bon, ça, c'est le post-colonial qui... et donc, il y a ce discours anti-chinois chez une partie des élites francophones ou pas d'ailleurs, qui fait que je crois que l'influence politique, elle est toujours beaucoup plus occidentale que chinoise. Denis Bochart, je me demandais si vous qui avez beaucoup travaillé au Moyen-Orient dans la diplomatie française, s'il n'y avait pas un parallèle à faire entre la Chine et la France dans cette zone, dans la mesure où la France s'est trouvée à un moment à rechercher du pétrole. Donc c'est le début d'Elf et Total en Afrique et au Moyen-Orient, ce qui nous a amené à une relation avec l'Irak, par exemple, extrêmement approfondie. Et la Chine est partie de la même logique, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de major pétrolier chinoise. Aujourd'hui, il y en a, de la même manière que la France n'en avait pas et s'est fait une place à côté des Anglo-Américains, et que ça a façonné d'une certaine manière la politique arabe de la France pendant longtemps. Est-ce que la Chine n'est pas dans la même logique, c'est-à-dire partie d'une nécessité? Il ne faut pas oublier que la Chine est devenue importatrice nette de pétrole au début des années 2000. Ce n'était pas le cas auparavant. Elle n'avait pas ce besoin de ressources. Et est-ce que ce n'est pas finalement de nouveau le besoin de pétrole, le besoin de se faire une place au soleil? Moi, j'étais très frappé, par exemple, après la guerre d'Irak, de voir que ce sont les Chinois qui ont récupéré les contrats lorsque le nouveau gouvernement, le nouveau régime irakien a lancé des appels d'offres. C'est les Chinois qui ont récupéré les contrats. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle, malgré tout, d'une manière ou d'une autre? Oui, il y a un parallèle dans la mesure, effectivement, où le Moyen-Orient est une zone stratégique, notamment pour l'approvisionnement en hydrocarbures. Ceci étant, je pense que pour la France, le Moyen-Orient est plus important que pour la Chine. Pour de nombreuses raisons, notamment une proximité géographique, une histoire, et également, je dirais, le fait que c'est du Moyen-Orient que part l'essentiel de la menace, je dirais, sécuritaire, terroriste, qui peut viser la France. Je pense que pour la Chine, le Moyen-Orient et d'une façon générale dans l'ensemble du monde arabe n'est pas leur première priorité. Leur première priorité, c'est naturellement leur environnement immédiat, le Pacifique. Je pense que l'Afrique est peut-être paradoxalement plus prioritaire que le Moyen-Orient. Mais c'est une des zones où la Chine veut affirmer sa puissance, son soft power et développer une influence.
Et effectivement, elle est partie au départ du commerce pour maintenant avoir une politique d'influence un peu tous azimuts, à la fois en termes de domaine d'influence et en termes de pays et d'interlocuteurs. Donc je pense que vous avez raison dans la mesure où il y a une certaine similitude, mais je ne pense pas qu'on puisse la pousser aussi loin. Jean-François Di Meglio, quelles sont à votre avis les évolutions possibles? C'est-à-dire, est-ce que on est dans cette période où en gros il y aura cohabitation entre les États-Unis qui restent, même s'ils se sont un peu désengagés, qui resteront une puissance importante dans cette zone, et la Chine qui offre une alternative sans pour autant être dans la confrontation? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on aille un peu plus loin dans cette présence et dans cette affirmation de puissance? Comme vous savez, il y a deux lectures sur cette apparition de la Chine sur la scène internationale. Il y a une lecture très critique de la part des Occidentaux qui dit on a affaire à la prochaine puissance globale, qui a d'ores et déjà inscrit dans son agenda et dans la tête de Xi Jinping ce projet, avec ce qu'on pourrait qualifier même d'une certaine hubris dans la tête de Xi Jinping, puisque tout n'est pas encore réuni. Ça, c'est la première lecture. Moi, je fais plutôt une deuxième lecture. C'est-à-dire que la Chine est toujours, et on le sait depuis 78-79, dans un processus de test. C'est-à-dire que quand les tests fonctionnent, on va un peu plus loin, mais quand ils ne fonctionnent pas, on se retire. Qu'est-ce que la Chine teste? Elle teste clairement un modèle de gouvernance alternatif. Non pas un modèle de gouvernance qui remplace celui qui existait précédemment, mais un modèle de gouvernance qui reste à inventer, à travers des institutions multilatérales qu'elle cherche à mettre en place en attendant de voir si celles qui existent vont s'effondrer, et ça explique aussi sa position à l'ONU. Elle joue le jeu de l'ONU jusqu'à un certain point, mais sans s'engager ni dans la réforme de l'ONU à fond, comme elle l'a envisagé à un moment, ni non plus en prenant une position clairement lisible dans chacune des décisions que l'ONU va prendre. En revanche, effectivement, elle fait de l'infiltration dans beaucoup d'institutions internationales, comme on le voit, y compris lors de votes où il n'y a pas de candidat chinois, mais où on sait bien que la main de la Chine est présente. Et si ce modèle alternatif qui progressivement arrive, c'est-à-dire un modèle qui propose autre chose que des alliances cohérentes, systématiques, qui se reproduisent systématiquement, marche, eh bien effectivement, on aura des standards chinois, des modes d'intervention de la Chine différents. C'est plutôt à ça que je crois. C'est-à-dire un test d'un nouveau mode d'organisation mondiale, beaucoup plus souple, agile. Sans être, comme l'étaient les soviétiques autrefois, un modèle de gouvernance interne, un système politique et social alternatif. Est-ce qu'il y a un modèle chinois qui s'exporte de ce point de vue-là? C'est la grande question, parce que si on lit les œuvres du vénéré président Xi Jinping, en chinois, son œuvre s'appelle « Gouverner un pays ». Dans toutes les autres langues, occidentales en particulier, ces œuvres ont été traduites par « la gouvernance de la Chine ». Ah oui. Je pense que l'ambiguïté est à cultiver. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de traduire et de réduire d'une certaine façon l'œuvre de Xi Jinping à quelque chose qui a vocation à être peut-être... Mais je n'ai pas la réponse à ça. Oui, c'est intéressant. Est-ce que, Denis Brochard, est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle chinois de gouvernance interne, je parle, qui peut séduire des pays du Moyen-Orient? Je pense que le problème majeur des pays du Moyen-Orient, c'est justement leur gouvernance. Actuellement, en Afrique du Nord et en Afrique également. Donc effectivement, le modèle chinois, tout au moins économique, peut effectivement, ce mélange à la fois de libéralisme mais d'influence de l'État considérable, peut effectivement tenter un certain nombre de régimes dans cette zone.
qui ont des tendances autocratiques, je dirais spontanées. Oui. Donc, là, il y a un modèle de surveillance et de contrôle social chinois qui est basé sur la technologie, etc., qui là s'exporte. C'est ça, qui est intéressant, d'ailleurs. Qui est très intéressant. Et qui montre, je dirais, une certaine efficacité à un moment où toute cette zone, Afrique du Nord et du Moyen-Orient, sont encore touchées par des manifestations, des volontés, je dirais, de promouvoir la démocratie qui ne plaisent pas forcément, je dirais, aux régimes en place. Donc, effectivement, il y a ce mélange à la fois de liberté économique et de main forte politique peut tenter des pays, même si, effectivement, le caractère communiste de la Chine peut poser problème. Oui. Justement, pour aller dans ce sens, c'est vrai que une des raisons peut-être qui fait que, par exemple en Algérie, on a favorisé les entreprises chinoises, c'est parce que cette ouverture, avec les entreprises occidentales des autres pays, par exemple, quand il y a un litige, on passe devant, il y a l'arbitrage international, on se retrouve des fois dans des conflits juridiques que l'Algérie n'est pas habituée à gérer, alors qu'avec les Chinois, ça se règle d'État à État, même si c'est des entreprises mixtes. Donc ils sont plus à l'aise en fait avec le système chinois, qui ressemble en fait. Et c'est vrai que le modèle chinois, c'est un petit peu le modèle qui aurait été mis en place en Algérie en 89 s'il n'y avait pas eu l'ouverture politique. Qui était plus ou moins, enfin on ne sait pas trop, mais qui n'était pas prévu en tout cas dans l'agenda des réformateurs. C'était un modèle où on avait le FLN s'ouvrait un peu au débat interne avec des courants, mais c'était le FLN qui devait quand même mener les réformes, un peu comme ça s'est passé en Chine. Et c'est vrai que ce modèle-là, si on compare à l'effondrement des pays de l'Est, enfin de la Russie notamment et tout ça, ce modèle-là, il est quand même, c'est une success story. Et il y a aussi autre chose, il ne faut pas oublier qu'en 2000, il y a une convention au niveau européen qui interdit les commissions dans les contrats internationaux. D'ailleurs, des commissions qui étaient pratiquées légalement par les entreprises françaises. Voilà, c'est au niveau de l'OCDE. Et ça peut expliquer aussi pourquoi on a favorisé les entreprises chinoises qui, elles, n'étaient pas signataires de cette convention. Règles, parce que, voilà, donc ça peut expliquer. Oui. Est-ce que le regard de l'Algérie, que ce soit les dirigeants ou le peuple, sur la Chine, est-ce que c'est de l'admiration, de la crainte sur le modèle économique, c'est de l'admiration, mais en même temps, toute proportion gardée, parce qu'on sait bien que c'est une grande puissance, c'est une puissance nucléaire, donc on ne va pas avoir la prétention de se mettre dans les rails de la Chine. Mais moi, je pense que les petits pays, en fait, ils cherchent une niche. Hein. Ils ne peuvent pas avoir de grosses ambitions face aux enjeux que représentent les... Et d'ailleurs, dans le cas de l'Algérie, par exemple, c'est beaucoup plus, à certains moments, c'est beaucoup plus un terrain d'affrontement, de compétition entre les grandes puissances. Et ce qu'a fait le régime algérien, parce que il s'est quand même pas mal isolé dans les années 90, c'est un peu de faire... un peu du chantage aux partenaires occidentaux en leur disant si vous ne venez pas, on va aller vers les Chinois. Donc c'est un peu l'arme du faible. Hein. Et puis ce qui fait d'ailleurs qu'une grande partie des projets avec les uns, avec les autres d'ailleurs, sont restés à l'état, sont velléitaires, sont restés parce qu'en fait tout ça masque une grande impuissance, parce que si on peut pas se développer qu'avec des partenaires étrangers, à un moment donné il faut que la dynamique vienne de l'intérieur. Or c'est un pays qui bloque toute dynamique, donc que ce soit avec les Chinois ou avec n'importe quel autre partenaire, de toute façon, voilà. J'avais relevé une phrase d'un journal chinois au moment de la visite du prince héritier saoudien à Pékin. Il disait « MBS marche avec deux jambes pour garder l'équilibre ». Et que finalement, c'était un bon résumé de ce qu'offrait la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire une deuxième jambe à des pays qui ont, sans pour autant leur demander de rompre avec leur première jambe. Oui, je pense qu'effectivement, la Chine, alors nous dépassons l'environnement le Moyen-Orient, veut se montrer comme
l'exemple d'une certaine réussite, d'une certaine efficacité économique, voire d'une certaine efficacité politique. Et ceci se pose un peu en leader de ce qu'on appelait dans le passé le tiers-monde. Il y a un peu de cette volonté, je pense, de la part de la Chine, et de proposer donc une sorte de modèle alternatif efficace. Ceci étant, c'est effectivement très, 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 très ambitieux. Et ceci contraste, je dirais, un peu avec la Russie qui n'offre pas, je dirais, un modèle comparable. Effectivement, l'image de la gouvernance de la Russie n'est pas une très bonne image, y compris effectivement dans les pays non occidentaux. Mais ses capacités militaires le sont. Oui, absolument, mais ça ne suffit pas, je veux dire. Je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, il y a une relative dissymétrie de regard, c'est-à-dire de tous ces pays dont on vient de parler vis-à-vis de la Chine qui sont potentiellement intéressés par un modèle, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le modèle peut être attractif à différents titres. À l'inverse, la Chine n'est pas dans une situation d'attraction particulière pour ces pays, sinon pour des raisons très spécifiques, très pratiques, mais certainement pas dans une dynamique d'aller vers ces pays qui représentent d'une certaine façon, je l'ai dit au début, je le répète, tout ce qui fait peur à la Chine, c'est-à-dire que ce qui fait peur à la Chine, c'est les zones de conflit. Et en particulier les conflits où elle n'a rien à faire. Et quelle zone ou quel ensemble de pays dans le monde concentre le plus de risques de conflits, je dirais de risques de s'embourber aussi dans un certain nombre d'ingérences, que toute cette région qui est très très vaste. Et on a parlé d'une région qui est vaste et qui a beaucoup d'aspects différents, mais qui a ce point commun. Si on prend l'Iran, si on prend la Turquie, si on prend l'Algérie, si on prend le Moyen-Orient, partout, il y a des étincelles. Les étincelles, la Chine n'aime pas trop. À la rigueur, les étincelles qui sont tout près de chez elle, elle voit à peu près où ça peut mener, mais des étincelles qui sont très lointaines, ça lui va pas trop. Sauf les feux d'artifice. Denis Bochart. Oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec vous. Mais je pense que le chaos du Moyen-Orient inquiète la Chine. J'avais participé à Doha, au Qatar, en 2017, à un colloque auquel participait également l'envoyé spécial chinois. Parce que la Chine a nommé un envoyé spécial. Actuellement, d'ailleurs, c'est l'ancien ambassadeur en France, qui est qui était un spécialiste du Moyen-Orient, effectivement. Oui, un spécialiste du Moyen-Orient, un diplomate hautement qualifié. Parlant mieux l'arabe que le français. Absolument, donc ce qui montre bien l'intérêt. Et ce qui m'avait frappé, c'est que cet envoyé spécial, donc son prédécesseur, soulignait que l'objectif de la Chine, c'était de contribuer au retour à la stabilité au Moyen-Orient. Donc, à la fois, je dirais, la Chine a peur du Moyen-Orient, mais je pense qu'elle est intéressée à contribuer à sa stabilité. Pour l'instant, sa diplomatie, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas suivi, je dirais. Il n'y a pas eu d'activité diplomatique au-delà, je dirais, de l'influence naturelle de la Chine pour essayer de résoudre les problèmes du Moyen-Orient. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois de vos contributions et restez à l'écoute du programme de Lima pour le prochain jeudi de Lima au mois de mars. Merci.